Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire d'experts organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je me présente, Michèle Yambias, je suis vice-présidente affaires publiques et corporatives à la Chambre. Je vais animer ce webinaire aujourd'hui. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Hydro-Québec qui est présentateur de l'événement et qui rend possible donc ce webinaire ce matin. Vous êtes plus de 500 personnes connectées, alors on vous remercie d'être avec nous ce matin, en ce vendredi. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux professionnels qui nous viennent de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et de Morneau-Chapelle. Alors, Bernard Blais est directeur clinique pour le Canada français chez Morneau-Chapelle et il cumule près de 30 années d'expérience comme clinicien et directeur. Il est également psychologue de formation. Mario Côté est conseiller en ressources humaines agréé et formateur agréé. Il a œuvré en réadaptation au travail durant les 15 premières années de sa carrière et il possède également une solide expérience en matière de gestion d'équipe de travail. Alors, les deux vont faire une présentation d'environ 20 minutes, puis il va suivre une période de questions que je vais animer. Alors, on vous invite à poser vos questions par écrit. Vous pouvez les envoyer dans la boîte, je ne vais pas me tromper, dans la boîte Q&A qui est située en bas là, de votre écran Zoom. La boîte chat sert plutôt à nous envoyer des commentaires qui sont privés. Alors, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au fur et à mesure dans la boîte Q&A et puis les conférenciers vont pouvoir y répondre. Les questions auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre vont être envoyées à nos conférenciers qui vont pouvoir prendre le temps dans le meilleur, du mieux qu'ils le peuvent finalement là, pour vous répondre par écrit. Alors, sur ce, je cède la parole à M. Bernard Blais pour la première présentation. Bonne écoute. Merci beaucoup, Michel. Bonjour tout le monde. Alors, il me fait très grand plaisir de vous présenter aujourd'hui un travail qu'on fait depuis quelques années qu'on appelle l'indice de santé mentale. Alors, si tu veux avancer, Mathieu, s'il te plaît, la prochaine acétate. Alors, merci. Alors, l'indice santé mentale national, qu'est-ce que c'est? C'est un sondage qu'on a fait auprès de 3000 Canadiens en emploi. Ce sont les 3000 mêmes Canadiens qu'on a sondés dans les dernières années, en 2017, 18 et 19. Et on était prêt à lancer l'indice de façon publique là, en avril 2020. Donc, ce sont des données, ce sont des questionnaires en ligne qui nous donnent une image, si vous voulez, de la santé mentale de ce groupe de personnes, de Canadiens employés. Pour ceux et celles d'entre vous qui aiment les statistiques, j'ajouterai que notre marge d'erreur sur nos résultats est de 3,2 19 fois sur 20. Alors, ce qui est intéressant dans cet indice-là, c'est qu'on a des données de référence qui sont solides, qui sont sur 3 années, comme je vous dis, en 17, 18, 19, qui, vous le savez, ont été des années de croissance et des années de stabilité sociale. Donc, on peut vraiment aller comparer, je dirais, l'image santé mentale avant COVID versus avril. Et ces données d'avril-là ont été le questionnaire a été fait fin mars. Donc, l'image avant COVID versus COVID, quel impact COVID, la pandémie, a eu sur la santé mentale de travailleurs canadiens. Évidemment qu'on savait de façon intuitive que COVID allait avoir un impact, mais ce qui est intéressant avec notre indice, c'est qu'on est capable de quantifier, de mesurer l'impact, mais aussi d'identifier dans quelle sphère de la vie des gens l'impact a eu lieu. Donc, à partir de avril, maintenant, à tous les mois, ceux qui s'intéressent, on va faire sortir, si vous voulez, cet indice-là. On va être capable d'aller voir au fil des mois quel est l'impact de la santé mentale des gens. Alors, prochaine, s'il vous plaît. Donc, on a trois parties, trois grandes catégories de notre travail. Bon, l'indice de santé mentale qui est vraiment le cœur de notre enquête, qui permet d'identifier s'il y a amélioration ou détérioration, déclin de santé mentale par rapport aux données de référence. On a le score de variation de stress mental. C'est la même chose. Ce score-là nous quantifie
la variation, mois après mois, je dirais, du niveau de stress mental au niveau des employés. Et aussi, notre indice nous permet de poser des questions sur des éléments beaucoup plus précis. Bon, évidemment que l'élément précis important aujourd'hui, c'est évidemment la COVID 2019. Alors, si je vais avec, prochaine acétate, s'il vous plaît, si je vais avec notre grand résultat. L'indice santé mentale, pré-COVID versus COVID montre une chute drastique du résultat. On est à moins 12, ce qui est très significatif. Le score COVID, qui est 63, et dans le fond, si on compare avec nos données de référence avant COVID, les 3 dernières années, 63 étant maintenant le score général chez nos employés, était, avant COVID, était le score des gens qui étaient déjà vulnérables au niveau de la santé mentale. Donc, si vous voulez, la vulnérabilité semble s'être généralisée auprès de nos travailleurs canadiens. Il y a 2 groupes pour qui la chute a été encore plus importante. Ce sont les jeunes travailleurs et les femmes. Donc, dans le fond, on peut tirer 3 grandes conclusions, 3 grandes réflexions juste avec ce résultat-là. On peut déjà suggérer qu'on a affaire évidemment à une crise de santé physique avec la pandémie, mais on a aussi affaire à une crise de santé mentale. Je pense que c'est important de réaliser ça. Et ces résultats-là, si vous voulez, vont tout à fait là, justifier la mobilisation qu'on voit au niveau des employeurs, la mobilisation qu'on voit au niveau des gouvernements pour aider un groupe de travailleurs pour qui c'est une période très, très, très difficile. Et je dirais que la troisième grande leçon ou grande chose à retenir de ce simple résultat-là est aussi l'importance d'une prise en main personnelle, individuelle de chaque travailleur pour faire ce qu'il faut pour amoindrir l'impact, je dirais, l'impact de la pandémie sur leur santé mentale. Prochaine, s'il vous plaît. Merci. Alors, quels sont les 5 grands items qui ont fait baisser l'indice de santé mentale? Vous les voyez ici. Alors, en premier lieu, c'est l'anxiété. Alors, les gens ont un niveau d'anxiété qui est élevé. Les gens aussi, en deuxième lieu, nous ont décrit des symptômes de type dépressif importants. Il y a une grande perception chez ces travailleurs-là qu'ils vivent une perte de productivité. Le sentiment d'optimisme est en baisse, c'est assez évident. Et évidemment, ce n'est pas une surprise, les gens se sentent et le sont isolés, c'est vraiment là, quelque chose qu'on s'attendait. Donc, si vous voulez, c'est les grands thèmes qui expliquent la baisse de notre indice de santé mentale. Juste un petit peu retourner, s'il vous plaît. La préoccupation principale qui explique le niveau d'anxiété et dépression et tout ça, c'est les préoccupations au niveau de nos employés au niveau des finances. C'est ce qui cause le plus d'anxiété, de dépression et tout ça. Les gens ont une crainte au niveau des finances. Et intéressant de noter que les gens qui n'avaient pas de fonds d'urgence subissent, je dirais, une baisse de l'indice santé mentale de moins 23, contrairement à l'ensemble du groupe qui est moins 12, comme je vous disais tantôt. Donc, les gens qui subissent, je dirais, un impact immédiat au niveau des finances, ces gens-là, évidemment, vont être atteints au niveau de la santé mentale beaucoup plus rapidement que ceux qui ont un certain jeu financier avant là, de vivre un impact là, senti, si vous voulez. Merci. Notre deuxième élément, si vous voulez, c'est le stress mental. La façon que vous devez lire ce tableau-là est la suivante. À 50,
il n'y a aucun changement de mois en mois. Alors, et quand on monte évidemment la flèche, il y a un changement où il y a une augmentation du stress mental. Et évidemment, si on va vers la baisse, il y a une diminution du stress mental. Alors, quand on regarde avril 2020 versus nos données précédentes, il y a une augmentation quand même assez importante. On est à 74,7. Augmentation, si vous voulez, du niveau du stress mental. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ça, il y a 40 années d'études qui prouvent que qui dit stress augmenté au niveau des employés, au niveau des affaires, on parle d'augmentation de choses qui se mesurent très facilement, d'absentéisme, augmentation au niveau de la productivité des gens. Il y a aussi augmentation au niveau de mesures un peu plus soft, en mauvais français. Vous allez voir une augmentation du présentéisme. Donc, ça, c'est les gens qui sont au travail, mais qui ont la tête ailleurs. Vous allez voir aussi une diminution au niveau de la créativité d'employés. Vous allez voir des employés qui sont plus craintifs en termes de risques calculés. Des employés qui sont plus craintifs en termes de prendre des initiatives. Alors, à ce moment-là, c'est, si vous voulez, là, ce sont les impacts qu'on peut attendre quand on monte là, le niveau de stress mental, si vous voulez. À titre d'information, on a fait aussi des comparatifs là, par province. La province où le niveau de stress mental le plus élevé, c'est Terre-Neuve. Et la province où il est le plus bas, Terre-Neuve est à 82, et la province où c'est le plus bas, c'est le Québec à 72. Remarquez que ça va être drôlement intéressant de voir la prochaine enquête parce que, comme je vous dis, la dernière enquête pour avril a été faite la dernière semaine du mois de mars. Et bon, pour le Québec, là, en avril, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues là, sur les CHSLD et tout ça, et le fait que les gens commencent à comprendre qu'il n'y aura pas une fin rapide à ça, on peut penser peut-être que le niveau de stress va avoir augmenté. Encore une fois, les gens, la catégorie de gens, de groupes les plus atteints pour le niveau de stress, ce sont les femmes avec 2 enfants et plus. On peut comprendre pourquoi. Je pense que c'est assez évident. Là, on peut avancer si vous voulez. Merci. Encore, allons-y maintenant pour notre enquête très précise, question très précise sur la pandémie. Alors, on a demandé aux gens quelle incidence négative sur leur santé mentale. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 81% des gens vont nous dire qu'il y a une incidence, qu'il y a un impact sur leur santé mentale. Dans ce 80% de ces gens-là, à peu près 49%, la moitié, on parle d'une inquiétude, mais qui n'ont pas vraiment, de crainte au niveau de passer à travers, si vous voulez. D'un point de vue très clinique, typiquement, ces gens-là vont vivre des symptômes légers à modérés, si vous voulez, d'anxiété, de symptômes de dépression, de difficulté à dormir, des difficultés à relaxer, à sortir un petit peu du travail. Alors, c'est typiquement, si vous voulez, mais qui vont demeurer relativement productifs, qui vont être capables de travailler, mais c'est un peu plus difficile. Ça, si vous voulez, c'est la majorité des gens qui se disent impactés. On va vers le bas et 7% de gens se disent en crise. 7%, c'est énorme. C'est beaucoup de gens qui nous disent « je ne sais pas si je vais passer à travers cette chose-là ». Alors, ces gens-là, évidemment, ont besoin de support et ont besoin de support immédiat. Alors, tout ce que les employeurs, tout ce que le gouvernement, tout ce que la famille autour peut faire pour aider ces gens-là, c'est drôlement important. Alors, quand on dit qu'on a 7% de notre population de travailleurs qui se dit en crise, c'est du jamais vu. Et c'est important là, de garder un œil et de s'occuper de ces gens-là, si vous voulez. Alors, les facteurs
contribuant aux répercussions de la pandémie sur la santé mentale. Si vous voulez, on l'a calculé, on l'a quantifié de deux façons. On a commencé par le dire, vous l'avez devant vous, par des choix multiples. On demandait aux gens, bon, c'est quoi les éléments précis, si vous voulez, là, en choix multiples là, qui causent, là, qui créent les répercussions en santé mentale. Bon, évidemment, vous les voyez. La première, c'est évidemment les répercussions au niveau financier de la pandémie. Les gens ont crainte à ce niveau-là. En deuxième lieu, c'est la crainte de perdre un être cher, de perdre un être qu'un grand-parent, un frère, une sœur va décéder. En troisième lieu, c'est tomber malade soi-même. Et en quatrième lieu, c'est la répercussion sur la famille et les relations. À ce moment-là, c'est ce que les gens nous disent. On l'a aussi demandé à la prochaine acétate d'identifier le seul choix, et non pas un choix multiple, mais quel est le facteur. Mathieu, si tu veux, s'il te plaît, procéder à la prochaine. Le facteur, merci. Le facteur unique qui a plus d'incidence sur la santé mentale. Et encore là, c'est les répercussions financières et la crainte de perdre un être cher. Alors, à ce moment-là, celui-là, c'est quand on demande aux gens, c'est quoi le facteur le plus important. Encore là, ça justifie tout ce qu'on voit au niveau gouvernemental. Certains employeurs font des choses comme ça aussi. Les investissements, l'aide financière aux travailleurs, aux employeurs, aux étudiants. Je pense que c'est dans le mille. C'est là où il faut vraiment beaucoup là, investir parce que c'est ce que nos travailleurs nous disent. C'est ce qui fait le plus mal pour la pandémie. Alors, j'aimerais terminer en vous parlant un petit peu d'une question intéressante qu'on a posée à nos gens aussi. C'est on leur demandait combien de temps vous pensez que ça va perturber votre vie, cette période-là. Une majorité de gens, vous voyez, c'est quand même assez éclaté, mais on a quand même une majorité de gens qui, fin mars, nous disaient en juin, on devrait être correct. C'est pas nécessairement, on ne demandait pas aux gens quand est-ce que vous pensez que ça va terminer la pandémie, le confinement et tout ça. On leur demandait quand est-ce que vous pensez que ça va avoir, que l'effet sur votre santé mentale va diminuer ou va disparaître. Alors, les gens nous disent en juin. Bon, évidemment, les gens qui pensent être atteints plus longtemps sont les gens qui ont déjà fort probablement une certaine vulnérabilité au niveau de la santé mentale. C'est des gens qui ne sentent pas avoir des outils internes pour gérer le stress, l'anxiété, la dépression. Se sentent démunis au niveau de ça. Ça peut être des gens aussi qui sont très isolés, non pas juste physiquement, mais socialement. Alors, pour ces gens-là, il n'y a pas de sortie, ils ne perçoivent pas une sortie rapide de cette crise-là. Et pour ces gens-là, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et les marathons, c'est long, ça prend du temps, ça peut être long à sortir de ça. Alors, si vous voulez, c'est ce que je voulais vous présenter ce matin pour ce qui est de notre indice. Et maintenant, je passerai la parole à mon collègue Mario. Merci beaucoup, Bernard. C'était extrêmement éclairant, puis des données récentes aussi. Souvent, on travaille avec des données qui ont un peu d'histoire. Là, vraiment, on avait quelque chose de très intéressant, je trouve. Pour la deuxième partie de la présentation, on m'a demandé, en tant que CRHA, de réfléchir avec vous sur préserver la santé mentale de ces travailleurs, donc tenir compte là, de ce que Bernard vient de nous présenter, et pour les gestionnaires, outiller les gestionnaires pour qu'ils puissent intervenir correctement auprès des gens qui vont un peu moins bien dans leurs équipes de travail. En 20 minutes, c'est un grand défi. Là. Alors, j'ai préparé quelques diapositives que je vais vous présenter sans plus tarder.
Ce que je veux couvrir avec vous, c'est quelques idées pour faire en sorte qu'on se soucie de la santé mentale des gens en télétravail, en confinement, qu'on se soucie de leur bien-être à distance, ce qui est complètement différent de la dynamique qu'on a quand on les voit passer au bureau, bien évidemment. Donc, se soucier de ça, composer du mieux qu'on peut comme employeur et non pas comme clinicien, là, avec la détresse psychologique des membres de l'équipe qui vont moins bien. La présentation de Bernard a attiré mon attention là, sur le chiffre de 30 de gens qui vont moins bien et le 7 de gens qui vont vraiment moins bien. Là. Donc ça, il faut s'en soucier. Comment je vais offrir mon soutien et le coffre à outils que je vais proposer aux gens de mon équipe de travail, là, si je suis aux ressources humaines ou aux gestionnaires directement, là, si je suis membre de l'équipe de gestion. Le gestionnaire aussi, il faut comprendre que le gestionnaire est devenu aussi un télégestionnaire spontanément. Il y avait des statistiques là, qui avaient été diffusées par le gouvernement du Canada qui nous rappelaient que à peu près 5 millions de travailleurs supplémentaires s'étaient ajoutés aux télétravailleurs habituels seulement dans les 2 dernières semaines du mois de mars. Ça veut dire beaucoup de gens là, qui se retrouvent à distance et qui n'ont pas été préparés à ça nécessairement, ni pour le gestionnaire, ni pour les membres des équipes de travail. Il y a toutes sortes d'outils qui existent en ligne pour déployer et réfléchir au déploiement là, des équipes en télétravail. Certaines entreprises avaient des politiques de télétravail en place, mais ça restait une minorité. Et le Canada, dans les sondages sur le télétravail, traînait toujours de la patte au niveau international. On a moins de gens en télétravail au Canada que dans bien des pays industrialisés à travers la planète. Donc, c'est un rattrapage en accéléré qu'on doit faire actuellement. J'aime bien distinguer, bon, évidemment, il y a mon background de clinicien et de spécialiste qui aidait les gens à retourner au travail après avoir vécu une période difficile et un arrêt de travail. Donc, j'ai ces compétences-là, mais souvent, le gestionnaire se dit, moi, je n'ai pas les compétences d'un psychologue, je n'ai rien d'un spécialiste pour maintenir la relation avec quelqu'un qui ne va pas bien. Comment je fais ça? Donc, on a à essayer d'outiller un peu nos gestionnaires pour être capable de le faire. Mais au fond, la majorité des gestionnaires ont quelques compétences de base qui peuvent leur servir à bien jouer leur rôle de gestionnaire et on ne leur demande pas d'être clinicien et d'intervenir pour soigner la personne, mais plutôt de référer et de penser à faire en sorte que la personne obtienne le soutien nécessaire pour être capable de bien faire son travail. Donc ça enlève une pression sur les épaules des gestionnaires en leur disant « Votre défi, c'est de détecter et de trouver la ressource ou d'orienter vers la ressource qui va permettre à la personne de passer à travers cette période de turbulence. » J'écoutais un blog, ma dernière diapositive de la présentation est une série de liens pour vraiment outiller le plus rapidement possible les gestionnaires. Et dans les liens que je vous propose, il y a stresshumain.ca qui est le site web de l'équipe de recherche de Sonia Lupien, qui est notre chercheur spécialiste au Québec là, du stress. Elle l'étudie depuis une trentaine d'années maintenant, je ne sais pas si ce n'est pas un peu plus même. Elle est l'auteure de plusieurs livres aussi pour aider à réfléchir sur l'impact du stress. Et Sonia Lupien rappelait dans un blog récemment que le stress, hein, on le vit de différentes façons. Donc, les individus avec qui on est en télétravail, il y en a pour qui le stress qu'on vit actuellement, puis il y avait même dans les statistiques de Bernard un petit pourcentage de gens qui trouvaient ça stimulant. C'est un très petit pourcentage, puis une certaine proportion de gens qui se disent pas de problème, je vais composer avec le défi qui est devant moi. Donc, ça, c'est des gens qui ont une forte résistance au stress puis qui sont capables peut-être de passer à travers ce qu'on vit de stressant actuellement sans trop de difficultés. Mais il y a des gens qui, eux, perçoivent le stress qu'on vit actuellement comme étant une menace à leur vie. Et donc, c'est beaucoup plus lourd à porter quand on perçoit le stress de cette manière-là. Et ça, c'est des différences individuelles naturelles. Donc, le gestionnaire doit comprendre ces différences individuelles-là pour être capable d'intervenir correctement et éviter de projeter sur les membres de son équipe son propre niveau de gestion du stress, soit en disant, ben voyons donc, c'est pas si pire que ça, on va passer au travers, lève-toi les manches puis fonce. Ce serait une mauvaise façon de réagir là, dans le contexte pour bien soutenir les gens. Sonia Lupien rappelait qu'il y a une certaine forme de stress qui est un stress absolu. C'est quand j'ai peur pour ma vie. Hein, si le feu est pris chez moi, il y a un stress absolu ici. J'ai besoin du stress pour réagir de manière rapide.
Et il y a le stress relatif. Et le stress relatif et la façon dont on l'interprète, ce stress-là. Et donc, je vous encourage, moi, à essayer de comprendre un peu plus en allant vers le site Stress humain, comment on peut réagir de façon différente face au stress. Mais il y a 4 grands principes que j'aimerais peut-être échanger avec vous pour que vous puissiez transmettre ça à vos gestionnaires ou vous les approprier ou peut-être même vous dire, bah, moi, ça va faire partie de ma checklist, là, je vais essayer de m'améliorer à ce niveau-là parce que ça peut avoir un impact sur le soutien que j'offre aux gens dans mon équipe de travail. Comme gestionnaire, il va falloir mettre de l'avant l'humain. Donc, faire preuve d'humanité. J'hésitais entre humanité et bienveillance. Donc, être bienveillant avec les gens de son équipe de travail et se soucier vraiment d'eux. Leur performance, là, dans la turbulence actuelle, on va s'en soucier également parce qu'on gère du travail, mais on va se soucier de comment se sentent les gens. Donc, faire preuve d'humanité, d'ouverture, de flexibilité aussi. Pour certains travailleurs, là, se lever le matin est plus difficile. Il y a à composer avec la dynamique familiale aussi dans certains cas. Il y en a qui sont totalement isolés, mais il y en a d'autres qui ont la famille au complet à gérer en plus de leurs activités professionnelles. Donc, flexibilité, ça va faire partie là, des qualités à cultiver pour les mois à venir encore. Un des éléments essentiels, c'est la communication. On a déployé toutes sortes de moyens technologiques là, en catastrophe. Tout le monde n'a pas le même niveau d'aisance avec les plateformes comme Zoom, comme Teams ou les plateformes internes que vous pouvez avoir dans vos organisations respectives, mais il faut maintenir la communication. Ça, je pense, avec les chiffres qu'on vient de voir de Monod-Chapelle, il faut vraiment entretenir la relation avec les gens, que ce soit par des rencontres régulières, que ce soit par des rencontres individuelles, soit par visioconférence ou minimalement téléphonique avec les gens pour prendre de leurs nouvelles sur une base régulière. J'ai même eu écho d'une organisation à Montréal qui avait mis en place, et je trouve l'idée géniale, qui avait mis en place un système de compagnonnage ou de pair. Donc, les gens avaient été jumelés 2 par 2, par affinité naturelle. Hein. Au bureau, il y a tout le temps des gens avec qui on se sent mieux. Donc, il y avait offert aux gens, jumelez-vous et indiquez-nous quel sera votre jumeau ou jumelle de télétravail. Et vous avez l'objectif de prendre contact au moins une fois par semaine pour prendre de vos nouvelles. Donc, moi, je pense que c'est une espèce de filet de sécurité supplémentaire à celui du gestionnaire qui entretient les communications pour s'assurer de détecter ceux qui pourraient avoir besoin de soutien ou avoir besoin d'aide et de support. Troisième élément, c'est le sens. Je trouve que ce que notre premier ministre fait actuellement avec ses conférences de presse quotidiennes, c'est ajuster le sens en fonction de l'évolution de la réalité à laquelle on est confronté. On est vraiment dans un environnement qui est volatile, qui est incertain, qui est aussi très complexe et ambigu. Là. Donc, comme gestionnaire, lors des rencontres d'équipes de travail en virtuel, puis peut-être dans des conversations en individuel avec chacun aussi, redéfinir le sens de ce qu'on a à faire comme travail, prendre un peu de perspective aussi par rapport aux enjeux auxquels l'organisation est confrontée et orienter pour que les gens voient le sens de ce qu'on fait. Ça fera partie là, des éléments essentiels de l'intervention du gestionnaire. Et j'ai mis un 4e icône qui est celui du soutien que je trouve extrêmement important. Pendant que Bernard présentait, j'ai vu dans les questions et réponses passer la question de quelqu'un qui disait comment, comme organisation, on va se soucier de la santé mentale de nos gens. Bien, il y a des communications organisationnelles qui peuvent être faites. Il y a le rappel de la présence du programme d'aide aux employés qui peut être fait également. Mais à la base, le gestionnaire peut offrir un soutien de base. Et j'ai pris la peine d'écrire dans la diapositive les idées de questions à aborder avec les collaborateurs. Pour certains gestionnaires, les gestionnaires sociables, extravertis, sensibles, ça va de soi, là, ces questions-là. Mais on a aussi des gestionnaires qui sont plus analytiques, moins dans le confort de l'interaction avec les membres de leurs équipes, plus dans l'analyse. Donc, ça peut être aidant d'avoir une série de questions à poser pour prendre des nouvelles des gens dans nos équipes de travail. Comment vas-tu? Pour moi, ça devrait être une question à mettre à l'ordre du jour de chacune des rencontres en individuel, hebdomadaire avec chacun des membres de l'équipe. Et avec la grande équipe également, là, un petit tour de table en Zoom pour savoir comment va chacun, ça peut être gagnant.
Mais les gens qui vont moins bien, des fois, trouvent cette question-là irritante. Fait que j'aime bien la deuxième question que je vous propose. Comment aimerais-tu que je prenne de tes nouvelles pour ne pas être irritant, mais pour que tu sens que je me soucie que tu te sentes bien et que ça aille mieux pour toi? Être à l'écoute. J'ai rappelé les grands principes de l'écoute active. Je veux écouter pour comprendre la réalité de l'autre et non pas pour la juger. Donc, un silence attentif, écouter ce que l'autre me dit pour être capable de le reformuler dans mes mots, être attentif aux émotions qui sont véhiculées dans la communication aussi et les refléter en disant, est-ce que tu es inquiet de, je sens un peu d'inconfort par rapport à l'avancement de ce dossier-là, est-ce que je me trompe? Donc, j'essaie de refléter les émotions et je pose des questions ouvertes, pas pour juger, mais pour mieux comprendre la réalité de l'autre. Ensuite, comme gestionnaire, je peux reconnaître la réalité et la situation exceptionnelle qu'on vit présentement. C'est hors du commun, là, ce qu'on vit présentement. Donc, désamorcer un peu, il faudrait que je comprenne quoi faire, il faudrait que je sache comment réagir, alors que c'est normal de ne pas trop savoir comment réagir dans le contexte actuel. Et ensuite, les gens qui vivent du stress souvent en télétravail sont confrontés à des problèmes. Donc, quels sont les problèmes auxquels tu es confronté? Pour moi, c'est une belle question qui me permet de prendre le pouls de mon collaborateur. Et ensuite, au lieu de lui dire comment régler son problème, le questionner encore en faisant appel à son intelligence, à sa compétence pour voir comment comptes-tu résoudre ces problèmes-là et qu'est-ce que je peux faire ensuite pour te soutenir. Tout ça, ça donne le signal à l'autre que je me soucie de toi. Je fais quand même appel à tes compétences. Je te laisse de l'autonomie. Ça, c'est des besoins fondamentaux des individus qui augmentent l'engagement et le confort autour de certains enjeux en lien avec le travail. Puis ensuite, comme je ne peux pas être là en continu, puis comme je ne peux pas détecter non plus quelqu'un qui ne va pas bien, hein, si je croise un collègue dans l'ascenseur, puis que je vois qu'il a les yeux cernés jusqu'en dessous du menton, j'ai des signaux que ça ne va pas bien, puis je peux faire des suivis avec lui. Mais là, en télétravail, il y a même, c'est même arrivé dans le passé, là, des animateurs de télévision qui disaient « je vivais d'intenses difficultés personnelles, mais personne ne s'en rendait compte à l'écran. » Donc, c'est facile d'avoir l'air correct dans une séance Zoom d'une demi-heure, mais de vraiment pas aller bien. Donc, essayer d'élargir la toile de soutien autour de l'individu pour qu'il puisse avoir des références. Donc, qui autour de toi, en qui tu as confiance, pourrait t'offrir du soutien? As-tu pensé à tel ou tel type de ressources? Et je terminerai ces conversations-là par quelques règles simples. Est-ce que c'est correct si on se redonne des nouvelles demain matin? Je suis préoccupé par comment les choses vont actuellement, donc d'avoir des rencontres plus serrées. Si quelqu'un ne va pas bien dans l'équipe, là, ça fera partie des conditions de base à mettre en place pour essayer de s'entraider. Prochaine diapo, c'est comment prendre soin de soi. Je trouve que c'est un groupe et un site web dont on n'a pas assez parlé, mais dont il faut absolument parler largement. Et Morneau Chapelle a été impliqué là, dans l'élaboration de certains de ces outils-là. Donc, c'est le site Santé mentale Québec qui est présent dans plusieurs régions à travers le Québec, qui offre tout plein d'outils. Vous avez la référence dans la diapositive pour accompagner quelqu'un qui va moins bien ou peut-être même soi-même comme gestionnaire pour réfléchir à son bien-être. Je constatais dans les statistiques de Bernard, là, le 49 des gens qui disent « je me sens moins bien, mais ça va aller ». Donc, de réfléchir à ces leviers-là qui peuvent permettre d'augmenter son bien-être, moi, je pense que ça peut aider. Créer des liens, donc d'avoir ces rencontres hebdomadaires ou peut-être même quotidiennes en équipe pour maintenir les liens. Choisir ce sur quoi je peux agir, donc d'avoir un peu de réflexion autour des choix que je peux faire pour augmenter mon confort. Me former, apprendre ce que vous faites ce matin en vous informant, je trouve que c'est excellent pour augmenter son bien-être. Prendre du temps pour bien manger, dormir, prendre soin de soi, se ressourcer, là, profiter de la nature qui s'éveille tranquillement pas vite en maintenant la distanciation, s'accepter, j'ai mes forces et j'ai mes faiblesses, donc composer avec ces éléments-là, être connecté à ses émotions, puis être capable de reconnaître comment on se sent. Donc, il y a des exercices qui sont proposés sur le site Santé mentale Québec pour y arriver et agir, faire des choix, passer à l'action et être capable de regagner un petit peu de contrôle dans les zones sur lesquelles j'ai du contrôle. Ensuite, si ça va moins bien, qu'est-ce que le gestionnaire doit faire? Quelles sont les limites de son rôle? Je vous dirais,
une première limite, c'est-à-dire un premier geste que le gestionnaire doit poser, c'est détecter, reconnaître qu'un collègue dans mon équipe de travail va moins bien. Et ça se fait quand j'entretiens un contact régulier. Ça se fait quand on a mis en place une toile de sécurité, si vous voulez, avec les systèmes de copains ou qu'on se le dit en réunion d'équipe. Si quelqu'un voit qu'un collègue va moins bien, dites-moi-le. Je veux pouvoir prendre soin de ce collègue-là. Je veux qu'on travaille en équipe pour soutenir ce collègue-là. Et ensuite, je recherche l'expertise qui va nous aider. Ça peut être le conseiller ou la conseillère en ressources humaines de votre organisation. Ça peut être le programme d'aide aux employés. Ça peut être un psychologue ou une psychologue dans la communauté. Ça peut être un site web. Ça peut être des vidéos. Je vais essayer de trouver l'expertise qui va nous aider et je réfère la personne qui va moins bien vers ce groupe-là. J'ai mis déculpabiliser parce que je trouve ça important également. Souvent, les gens se sentent coupables de ne pas être capables de performer comme ils performaient quand ils étaient au bureau. Se sentent même coupables. Il y en a qui disent, je ne le dis pas à mes collègues de travail que ça ne va pas parce que j'ai peur de la façon dont je vais être perçu. Hein. Il y a tout le stigma de la santé mentale encore présent, même s'il y a des bonnes raisons de se sentir anxieux actuellement. Donc, déculpabiliser, le gestionnaire peut le rappeler. Écoute, ça arrive des périodes plus difficiles. On est dans un contexte qui donne vraiment la possibilité à ce que ça aille moins bien. Je veux composer avec toi avec les difficultés qu'on rencontre, puis je veux t'aider à ce que ça aille mieux. Soutenir. Et puis éventuellement, réintégrer, parce que parfois les gens vont devoir prendre un temps d'arrêt, un billet médical et un arrêt. Donc, maintenir le contact avec les collaborateurs qui sont loin de l'équipe. Il y a certaines organisations qui ont dû faire des mises à pied temporaires également. Je trouve que c'est une bonne pratique de prendre des nouvelles des gens qu'on a mis à pied temporairement pour planifier la réintégration de ces gens-là au travail éventuellement. Donc, vous voyez que le gestionnaire a plusieurs rôles possible à jouer pour être capable de bien jouer son rôle sans tomber dans je vais devoir faire le psychologue du membre de mon équipe, ce qui est loin d'être dans nos cordes comme gestionnaire à la base et notre responsabilité dans le contexte. Je termine, je voulais me garder un peu de temps pour vous parler des outils qui existent, qui sont déjà disponibles et accessibles. Je commence par le premier, le programme d'aide aux employés de votre organisation. Pour moi, ça peut être une excellente ressource pour référer quelqu'un qui va moins bien. Et je l'ai fait, moi, à l'époque où j'étais gestionnaire, moi-même comme gestionnaire, appeler mon programme d'aide aux employés pour demander du soutien quand je compose avec quelqu'un qui est dépressif. Quand j'ai des craintes par rapport au risque suicidaire de quelqu'un. Donc, appeler pour dire, je gère quelqu'un, j'ai besoin d'avoir certains outils ou certaines références. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Les programmes d'aide aux employés font un excellent travail pour nous soutenir dans ce temps-là quand ça arrive. Ça peut être évidemment, si dans mon organisation, j'ai un professionnel RH, mon professionnel RH également. Le site web, il y a quelques sites web d'ordre professionnel qui ont une section spéciale COVID maintenant. Donc, et c'est aussi pour les employeurs qui n'ont pas de programme d'aide aux employés. Allez consulter le site web de l'Ordre des psychologues du Québec. La section COVID peut être aidante, mais on peut aussi trouver un psychologue pour aider quelqu'un rapidement qui va moins bien. Et ça, je pense que c'est un beau geste quand un employeur fait ce pas supplémentaire pour soutenir quelqu'un qui vit une difficulté temporaire. Bernard disait dans la présentation tout juste avant qu'il y a des gens qui vont vivre des deuils. Vous en vivez peut-être vous-même. Moi, personnellement, dans mon entourage, là, au cours des 3 dernières semaines, il y a 7 personnes qui ont perdu des parents aînés en CHSLD. Là, et c'est des deuils qui ne sont pas des deuils normaux. Là. On n'a pas pu serrer dans nos bras l'être cher. On va vivre une cérémonie funéraire par Zoom. Dans certains cas, c'est hors du commun. Là. Donc, on peut orienter les gens vers du soutien. J'en profite pour attirer l'attention sur l'excellent travail qu'a fait l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec depuis le début de la pandémie. Il existe sur le site web de l'Ordre une section spéciale pour vous aider à préparer le retour au travail, parce que là, ça va être une des prochaines étapes. Il y a un guide qui prépare, qui aide à réfléchir à tout ce dont on doit passer pour préparer le retour au travail. Donc, je vous encourage à aller visiter le site web et il y a plusieurs conférences gratuites auxquelles vous allez pouvoir avoir accès également. Je vous ai parlé de Sonia Lupien, le Centre d'études sur le stress humain.
Je ne saurais vous le recommander davantage pour vous comme gestionnaire, pour vous comme professionnel RH qui soutenez des gens à distance, mais aussi pour mieux comprendre l'être humain tout simplement. Et l'équipe de recherche de Sonia Lupien fait aussi de la recherche sur le stress vécu par les enfants. On entend là, que les écoles vont réouvrir, les parents vivent énormément de stress, donc il y a beaucoup d'outils là qui peuvent être utiles. Le mouvement Santé mentale Québec avec l'espèce de batterie là, à recharger dont on doit se soucier en continu. Une petite section sur la santé mentale et le travail sur le site Mouvement Québec également. Et le prochain lien, j'attire votre attention là-dessus, c'est fraîchement réalisé. C'est le CIUS, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux là, de l'Est de l'île de Montréal, qui a préparé une série de capsules. En fait, ce sont les psychologues du centre qui ont préparé une série de capsules qui sont très courtes, mais qui pourraient peut-être être l'objet, par exemple, de réflexion dans vos rencontres Zoom hebdomadaires. Vous en écoutez une, puis ensuite, vous demandez à chacun, tu vas te servir de ça comment? Il y a notamment un psychologue qui a une très belle capsule là, qui dit comment aplanir ses courbes. Et le psychologue explique dans sa capsule vidéo qu'avec la pandémie, la majorité des gens expriment ressentir davantage de stress et sont moins actifs physiquement et boivent plus d'alcool. C'est le principe, là, on a tous des 5 à 7 Zoom et on peut consommer de l'alcool à tous les soirs de la semaine. Donc, le psychologue donne quelques stratégies pour réfléchir à faire attention à l'aplanissement de ces courbes et ça peut faire du bien. J'ajoute le Centre de prévention du suicide de Québec ou Suicide Action Montréal. Les centres de prévention du suicide se sont regroupés et ont une ligne unique avec un numéro de téléphone unique. Donc, des fois, de rappeler ce numéro de téléphone-là à quelqu'un qui ne va pas bien, je pense que ça peut aider énormément. Et il y a le gouvernement du Québec qui a fait plusieurs publications. C'est une infographie, stress, anxiété et déprime associée à la COVID. Une excellente infographie peut-être à partager avec les gens dans les équipes de travail. Et 2 autres infographies du gouvernement du Québec sur la prévention du suicide et quelques éléments de réflexion sur la santé mentale. La santé mentale, c'est un sujet très vaste. Les psychologues, maintenant, doivent avoir un doctorat avant de pouvoir pratiquer. Donc, être gestionnaire puis avoir une petite compréhension de ce que c'est que la santé mentale, c'est une chose, mais référer vers les experts quand c'est nécessaire, c'en est une autre. Puis, à mon avis, c'est probablement la première responsabilité là, des organisations quand on sent que les gens vont moins bien, c'est détecter et référer. Alors, je voulais vous offrir un petit coffre à outils rapide là, pour pouvoir vous soutenir et soutenir les gens dans vos organisations. Voilà, ça conclut ma partie de présentation. Je pense que Michel va prendre le relais pour la période de questions-réponses. Merci beaucoup, messieurs, pour vos 2 présentations fort pertinentes. On a effectivement reçu plusieurs questions. Alors, je vais commencer tout de suite parce qu'il nous reste peut-être 15 minutes là, pour essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Alors, la première, peut-être plus pour Bernard. Comment anticipe-t-on l'impact du déconfinement sur la santé mentale des gens? Est-ce que tu peux le répéter, s'il te plaît? J'ai mal compris. Bien sûr, bien sûr. Comment anticipe-t-on l'impact du déconfinement sur la santé mentale des gens? OK. Je pense qu'on va avoir une variété de comportements. Les gens qui ont... vous savez, dans le 41% ou 49% des gens qui se disaient affectés mais confiants, probablement que la majorité de ces gens-là, ça va être un retour qui devrait être relativement facile. Surtout s'ils ont une bonne information, surtout s'ils se sentent vraiment en sécurité et bien soutenus par leurs employeurs. Je pense que pour ces gens-là, ça devrait être un retour relativement facile. Bon, évidemment, il faut toujours garder en tête un pourcentage de la population qui était déjà fragile avant le confinement, pour qui les mécanismes internes d'adaptation sont plus limités. Alors, ils ont été limités pour le confinement, sont encore limités malheureusement pour le déconfinement. Alors, ces gens-là vont avoir besoin beaucoup plus de support. Merci, Bernard. Une question pour Mario maintenant. On parle de plus en plus de déconfinement et de reprise économique progressive. Est-ce qu'un employé peut exercer son droit de refus s'il craint d'être contaminé sur ses lieux de travail, par exemple?
Ouais, je vous dirais que c'est peut-être une des questions principales là, que les organisations se posent actuellement. Comment on va gérer les droits de refus? Deux sites web qui peuvent être utiles. Je vous ai parlé de celui de l'Ordre des CRHA qui a élaboré un guide sur le retour au travail, très utile pour les organisations. Et il y a aussi le site de la CNESST, là, la Commission des normes, équité, santé, sécurité au travail, qui balise un petit peu le droit de refus. Je pense que certaines personnes, puis Bernard le disait, là, il y a des gens qui vont revenir au travail puis qui vont avoir hâte de revenir au travail, et il y en a d'autres qui vont avoir peur de revenir au travail. La peur d'être contaminé n'est pas suffisante pour exercer un droit de refus. Il faut qu'il y ait un risque réel de contamination pour que la CNESST considère le droit de refus. Donc, c'est un élément là, à discuter avec son employeur. Ceci dit, moi, comme employeur, je sais qu'il y a des gens qui sont inquiets de revenir au travail. Donc, de discuter du retour avant qu'on enclenche le retour va être peut-être une stratégie à utiliser. De rappeler les mesures qu'on met en place pour prévenir la contamination va être une autre stratégie à rappeler également. Ce que la CNESST dit, c'est la crainte d'être contaminé n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait un risque réel. S'il y a un malentendu entre l'employeur et l'employé, on appelle la CNESST et les inspecteurs vont rapidement intervenir pour déterminer si le risque est réel ou pas. Et dans certains secteurs d'activité, quand le risque représente une partie de la réalité des travailleurs, là, donc les travailleurs de la première ligne, pompiers, ambulanciers, personnel de la santé, le droit de refus n'est pas acceptable dans ce contexte-là parce qu'il y a déjà dans les conditions de travail un risque. Puis en principe, l'employeur doit mettre en place les mesures de protection pour y arriver. Je terminerai en disant que les normes du travail prévoient 2 jours de maladie possibles pour tous les travailleurs par année. Si ces 2 jours-là n'ont pas été pris, ils peuvent peut-être être utilisés pour faciliter la réintégration au travail. Si c'est parce que le travailleur est inquiet pour la santé de quelqu'un dans son entourage ou s'occupe de quelqu'un qui est malade, on peut prendre jusqu'à 10 jours de congés sans solde également selon les normes du travail. Fait qu'on peut peut-être discuter de ces congés-là également. Comme employeur, est-ce qu'on peut considérer la poursuite du télétravail dans le contexte? Ce serait une belle façon, je trouve, de soutenir et de préparer la réintégration tout en continuant de discuter de réintégration. Et dans les scénarios les plus difficiles, peut-être qu'un billet médical devient la voie à explorer également. Mais donc, ce n'est pas monolithique comme réponse. Là. Il y a plusieurs options possibles. Tout ça à considérer à la pièce, je pense, puis à discuter aussi avec les spécialistes RH dans vos organisations. Merci, merci beaucoup. Une question qui nous vient de Jean Dupré, peut-être plus pour Bernard. Donc, comment, comme employeur, on peut identifier des indices, des facteurs quand un de nos employés est dans le 16 là, je fais référence à la diapositive avec les différentes statistiques. Donc, à ce 16 %-là qui n'est pas certain de tenir le coup ou aux 7 % même qui se considèrent en crise. Ouais. Souvent, la façon d'identifier les gens plus vulnérables, plus impactés dans une situation, pandémie ou autre, souvent, c'est les changements de comportement bon, certaines gens vont être verbales et vont dire « ça va pas bien ». Tant mieux, c'est facile, s'identifier eux-mêmes, on peut les aider. Ceux qui ne le font pas, c'est beaucoup en termes de changement de comportement. Je vous donne des exemples. L'employé qui normalement, pré ou après pandémie, qui normalement va prendre son dîner dans la cafétéria avec tous les amis, qui maintenant reste dans son bureau et mange seul. L'employé qui ferme sa porte et qu'on peut entendre pleurer. L'employé qui peut sentir l'alcool au retour du dîner. L'employé qui a une baisse de productivité, qu'on ne peut pas expliquer vraiment par des facteurs extérieurs. Alors, le changement de comportement est le premier signe pour un gestionnaire et pour voir, OK, qu'est-ce qui se passe avec cet employé-là. Et évidemment, une erreur qui est facile à faire parce que c'est commun, c'est de dire, OK, ça va passer, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Si un employé qui a une problématique en santé mentale, l'absence d'action dans la majorité des dossiers, des cas, va accélérer la problématique et ça ne s'en ira pas tout seul. À ce moment-là, quand on voit une différence, ce n'est pas une différence dans la façon dont la personne s'habille,
dans la propreté de la personne. Des fois, on voit ça. Il faut vraiment, comme gestionnaire, il faut vraiment s'impliquer. Si vous permettez, j'aimerais peut-être ajouter, j'aime beaucoup ce que vous dites, Bernard. Moi, je trouve qu'il y a deux réactions souvent à un changement de comportement chez les gestionnaires. C'est je m'en occupe pas, ça va passer, comme vous avez dit, ou l'autre, hey, on va le mettre dehors. Ouais. La performance a diminué, on s'en débarrasse. Je trouve que les deux extrêmes sont dangereux. Il faut retrouver un équilibre dans le milieu, prendre soin de l'individu, composer avec la diminution de la performance temporaire, mais aussi se soucier du bien-être de l'individu. C'est cet équilibre entre les deux qui n'est pas toujours évident. C'est là où je trouve que parfois, comme gestionnaire, d'aller voir avoir un deuxième avis, le programme d'aide aux employés ou son spécialiste RH dans l'organisation, ça peut peut-être aider à avoir un bon plan d'action. Absolument. J'ajouterais un autre point à ça. Pour terminer la question, vous savez, selon mon expérience, quand une première approche d'un gestionnaire à quelqu'un qui est troublé va bien et que suite à cette approche-là, on fait appel à un programme des employés, un CLSC, peu importe, une ressource communautaire, quand ça se passe bien, là où on réfère votre employé, les chances que ça aille bien là sont plus grandes. Quand l'employé troublé a une première expérience, plus souvent qu'autrement, avec son patron, sa patronne immédiate, où il se rend compte que s'ouvrir, ça peut aider, bien là, vous venez de nous aider, nous, les professionnels de santé mentale, parce que ce chemin-là est déjà fait. Alors, l'importance d'avoir une bonne qualité, la première relation, première discussion avec un employé, puis son patron immédiat, sa patronne immédiate, c'est primordial. Merci. Ça m'amène à poser une question qui revient, là, elles sont formulées de différentes façons, mais c'est beaucoup en lien avec les gestionnaires qui sont probablement très nombreux à nous écouter présentement. Tout à l'heure, vous avez proposé une diapositive avec plusieurs liens, cette forme de boîte à outils pour les gestionnaires qui peuvent s'en servir pour les employés. Une question qui vient de Diane de Bonville, peut-être plus pour Mario dans ce cas-ci. Bien que toutes les personnes proposées bien que toutes les ressources proposées soient également utiles pour les gestionnaires qui sont en détresse, avez-vous une ressource spécifique donc pour les gestionnaires? Il commence à y avoir un peu de matériel. Hein? On vit un contexte hors du commun et ça l'est pour les gestionnaires également. J'aime beaucoup cette question-là. Sur le site de l'Ordre des CRHA, des conseillers en ressources humaines agréés, le lien est dans la dernière diapo, là, il y a beaucoup d'informations là, pour aider les gestionnaires. L'Ordre des administrateurs, là, le titre ADMA, j'ai vu sur leur site web qu'il y avait quelques capsules aussi pour la gestion de crise. Et il y a des psychologues qui sont membres de l'Ordre qui ont fait des capsules vidéo également. Donc, allez chercher de l'information là. Le programme d'aide aux employés pour le gestionnaire, moi, je le recommande. Ça nous soutient. On a besoin d'aide. On est la première ligne. Puis Bernard le disait, et je suis d'accord avec ça. Mal intervenir va compliquer les choses. Il y a Jean-Pierre Brun, qui est l'ancien professeur de l'Université Laval, qui a une firme qui s'appelle Empreinte humaine, avec son groupe de travail en France. Ils ont étudié aussi les Français en confinement et ils ont sorti une belle infographie là, que j'ai vu passer sur LinkedIn cette semaine auprès de 1000 travailleurs en confinement en France. 66% des répondants sur 1000 personnes disaient « La façon dont mon patron va s'être soucié de mon bien-être va conditionner mon engagement au retour au travail. » Donc, c'est gagnant pour l'employeur de bien traiter son monde et de se soucier du bien-être de tout le monde parce que ça va faciliter le retour au travail également. Donc, je pense que c'est important. J'aime beaucoup cette question-là. Il faut que le gestionnaire se soucie de son bien-être également. Puis, consulter un psychologue, une psychologue en cas de besoin, pour moi, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force même parce que c'est de reconnaître sa vulnérabilité puis d'aller chercher le soutien pour être capable soi-même de passer à travers la turbulence. J'ajouterais à tout ça, si tu permets, Mario, l'industrie du PAE, toute l'industrie du PAE offre ça, des consultations de gestion, où un gestionnaire peut appeler, j'ai un employé qui a tel discours, j'ai un employé qui a tel changement, comment je devrais l'aborder. Toute l'industrie fait ça. Alors, si vous avez un programme des employés, vous pouvez utiliser ça de cette façon-là aussi. Merci. Je vois d'ailleurs sur le chat là, qu'il y a déjà des ressources qui sont en train d'être ajoutées, donc des liens pour de l'aide aux employeurs et aux gestionnaires. J'ai une question probablement plus pour vous, Bernard, de Annie Arméniane.
quel aspect de santé mentale change lorsque la personne en télétravail retourne au site sécurisé? Quel aspect de santé mentale va changer? Écoutez, ce qu'on pourrait... faudra étudier parce que c'est de l'inconnu. Si je m'avançais, je dirais probablement que dans les tout premiers temps, ce qu'on va voir, c'est un niveau d'anxiété qui va être élevé. Parce que c'est un déconfinement, parce que c'est un retour. Encore là, ça va être, comme je disais tantôt, ça va être influencé par les capacités internes de l'employé. Ça va être influencé par l'environnement que l'employeur a donné, a offert. Mais je pense que ça serait intéressant d'aller voir si, à mon avis, c'est beaucoup au niveau d'anxiété dans les premières journées qu'on peut s'attendre de voir. Survivre pour chez beaucoup d'employés. Merci. Je pense qu'on a le temps peut-être pour une dernière question qui est plus vaste, mais j'ai l'impression que pour tous ceux qui sont en télétravail, ça a un impact important. Ceux qui ont des enfants aussi, probablement. Ça s'adresse peut-être et à Mario et à Bernard. Donc, on me demande d'aborder la question de la vie privée, de la conciliation télétravail, famille, vie privée, des conseils dans ce sens-là là, pour nous assurer que ça se passe bien, réduire le stress et les tensions le plus possible là, dans les familles, dans les maisons. Bien, Bernard, si tu permets, j'ai pris le temps de réfléchir un petit peu à ça parce que je me disais, hein, les conférences Zoom, je suis chez moi, là, vous voyez une partie de mon intimité. On a vu plein de vidéos là, sur le web de drôles de situations où l'intimité prenait le devant sur la présentation de la personne à l'écran. Ça fait partie, je pense, de la réalité avec laquelle on est composé actuellement. J'ai entendu parler d'équipes de travail où justement on prenait un peu de temps pour échanger sur ça en équipe ou en individuel. On présentait les enfants, on présentait le chien ou l'animal de compagnie qui passait dans le décor, puis on ajoutait cette dimension-là à laquelle on n'a pas accès habituellement là, à distance. À l'inverse, il y avait des gens qui se préoccupaient des risques de violence conjugale ou de violence envers les enfants à la maison à cause du confinement. Quelqu'un qui est confiné, isolé, seul à la maison, je trouve que là, l'idée d'avoir un compagnonnage de gens qui peuvent se soutenir en dehors des conférences, puis de quelqu'un qui peut dire tu devrais en parler à ou tu devrais aller chercher de l'aide. Je pense que ce filet de sécurité-là, il me semble important aussi, compte tenu de l'impact que la pandémie a sur nos vies actuellement. Donc, c'est de construire ce filet de protection-là, puis d'y penser avant qu'il arrive quelque chose de moins agréable ou de plus difficile à vivre. Oui, je suis peut-être d'accord avec toi, Mario, dans le sens que je pense que c'est vraiment une question d'équilibre. Parce qu'effectivement, là, dans un contexte comme ça, on a accès à des éléments qu'on normalement n'a pas accès avec nos employés, avec nos patrons, avec tout ça. Probablement qu'une bonne attitude, c'est un peu là, les choses qu'on ne voudrait pas de pratique de notre vie privée, qu'on ne voudrait pas, on ne devrait pas mettre dans les réseaux sociaux réguliers, ça devrait être la même attitude dans un contexte de télétravail. On peut ouvrir un peu. C'est vrai que ça peut être rafraîchissant de savoir qu'on a un collègue ou un patron qui a telle passion ou tel passe-temps ou un animal, des choses comme ça. Mais il faut équilibrer. À mon avis, il faut équilibrer. J'aime ça, Bernard, puis ça pourrait peut-être même être une règle d'équipe qu'on se donne avant qu'il y ait des écarts. Ça aide. Intéressant, une espèce de... Oui, absolument, absolument. Messieurs, merci infiniment pour vos présentations. Je pense que ça a été fort apprécié. J'ai vu beaucoup de commentaires passer d'ailleurs là, sur la demande de pouvoir rediffuser ou de partager les PowerPoint, les présentations PowerPoint que vous avez partagées aujourd'hui. Donc, je vous confirme à tous les participants qui sont encore en ligne que le lien va vous être envoyé pour le webinaire d'aujourd'hui. Vous pourrez le réécouter et le partager au besoin. Les présentations PowerPoint seront également rendues disponibles
disponible. Alors, messieurs, je vous remercie à nouveau. À tous ceux qui sont connectés, vous avez été fidèles au poste, comme d'habitude. Je remercie également Hydro-Québec, qui est le présentateur de l'événement. Et puis, j'espère qu'on vous retrouve la semaine prochaine. Dès lundi, on a un événement avec le ministre Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine du Canada. Alors, on en a d'autres là, au courant de la semaine, entre autres avec M. Jean-Marc Léger de Sondage Léger. Alors, au plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et bon week-end à tous. Merci. Au revoir.